Donc, bonsoir tout le monde, bienvenue. Ce soir, nous avons deux séances extraordinaires à 7 heures, donc au niveau du budget. 7h30, c'est une autre séance extraordinaire. C'est la loi qui nous oblige à séparer parce que le budget doit être totalement distinct. Donc, je vais accepter quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour pour la question du budget. Je vais le proposer. Ensuite, avant de faire l'adoption du budget pour l'année 2025, je vais vous présenter les faits de ce budget. Donc, cette année, le budget, on l'a intitulé « Centré sur notre mission ». Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureux de vous présenter ce soir les grandes orientations du budget pour l'année à venir. Cette année, comme je le disais tantôt, le titre de cette présentation est centré sur notre mission. Cette mission, je vous la résume en 5 grands segments. D'abord, c'est gérer de façon responsable les finances publiques, assurer en toute saison les besoins universels de base en eau potable, en égouts, collecte des matières résiduelles, en entretien des rues et des infrastructures, dispenser des services de qualité qui répondent aux besoins de la population et qui améliorent leur qualité de vie, favoriser de toutes les manières possibles le développement économique, garant de notre prospérité. C'est grâce à lui que nous pouvons maintenir une haute qualité de service et contenir les taxes dans les limites respectueuses de la capacité de payer des contribuables. Et comme autre mission, et non la moindre, c'est continuer sans relâche à protéger l'environnement et lutter contre les changements climatiques, du moins à notre niveau. Parce qu'au bout du compte, négliger cette lutte, c'est pelleter en avant des problèmes qui s'avéreront extrêmement coûteux sur tous les plans, environnemental, financier, social, mais surtout humain. La mission gestion responsable. Débutons par le premier segment de la mission, assurer une gestion responsable des finances publiques. Même si nous faisons face à de nombreux enjeux qui impactent les choix et décisions, on a relevé le défi de cette mission. Et ce, en raison des investissements et des choix judicieux que nous avons faits tout au long de cette dernière décennie. Grâce à eux, notre ville est en excellente santé financière, si bien que nous n'avons pas eu de choix déchirants à faire dans l'élaboration de ce budget. L'état même de la dette est une illustration de cette bonne santé financière. Si on regarde ces chiffres, l'endettement total net à l'ensemble est passé de 113 millions en 2018 à 97,1 millions au 31 décembre 2023. Une baisse de 15,9 millions en 6 ans, et ce sans avoir eu à sacrifier le moindre projet essentiel à notre développement et à la qualité de vie de la population. Bonne nouvelle en passant. L'an prochain, l'hypothèque du Carrefour institutionnel régional sera entièrement remboursée. Le budget équilibré que nous vous présentons aujourd'hui témoigne du soin que nous avons pris à maintenir l'équilibre entre les besoins de notre population, nos responsabilités et nos ambitions. Il s'élève à 109,2 millions. Maintenant, voyons à l'écran la répartition des revenus et des dépenses. À débuter par les revenus de fonctionnement et affectation. Donc, vous avez un tableau qui vous présente les différents services ou sphères qui représentent 109,2 millions. Au niveau des dépenses, si on regarde maintenant le tableau, bien sûr, il est de 109,2 millions parce qu'une ville, selon la loi, a une responsabilité de présenter un budget équilibré. Et cette année, un nouveau rôle triennal d'évaluation a été déposé cet automne qui reflète la valeur des propriétés au 1er juillet 2023. Donc, au moment où on se parle, on a déjà 18 mois de fait, pratiquement, depuis cette valeur au 1er juillet 2023. Un dépôt de nouveau rôle, c'est à tous les 3 ans
Et ça découle d'une obligation gouvernementale en vertu de la loi sur la fiscalité municipale. Donc, toutes les villes au Québec doivent respecter cette obligation. Sa valeur globale chez nous s'élève aujourd'hui à 10,7 milliards. C'est une hausse de 3,3 milliards par rapport au rôle précédent, soit un pourcentage d'augmentation de 45,41%. Maintenant, si on regarde les différentes hausses selon les catégories d'habitation, la hausse moyenne pour le secteur résidentiel est de 46,85. Pour les immeubles de 6 logements et plus, ça représente une hausse de 26,28%. La hausse est plus importante pour le secteur industriel, se situant à 61,42. Le secteur commercial, lui, connaît une hausse de 39,16, tandis que la hausse pour le secteur agricole s'établit à 36,80. Et enfin, les terrains vagues desservis, ça veut dire qu'ils ont les services devant leur terrain, là, connaissent la plus forte hausse à 108,18%. Ces nouvelles valeurs reflètent donc clairement l'effervescence qui a animé le marché. D'autres facteurs entrent en compte aussi, dont la rareté des terrains vacants et la forte augmentation de la demande pour les immeubles industriels. C'est une hausse très importante, oui. Mais en bout de ligne, c'est une excellente nouvelle en ce sens que notre patrimoine collectif et individuel s'enrichit considérablement. Bien sûr qu'une telle augmentation des valeurs a demandé un solide exercice d'ajustement des taux de taxes. Rassurez-vous, nous avons fait en sorte de minimiser l'impact des valeurs au rôle sur votre compte de taxes. Et ce, surtout, très important, sans pelleter en avant, sans sacrifier au projet et sans devoir puiser dans les surplus pour payer l'épicerie. Parce que je pense, en tout cas, à ce que je connais de plusieurs municipalités, ils sont allés dans le surplus. Les taux de taxes par 100 $ d'évaluation pour les différents secteurs se déclinent donc ainsi pour 2025. Vous les voyez au tableau. Le résidentiel, 41,64, commercial, 1,3714, 6 logements et plus, 0,5351, l'industriel à 1,17, l'agricole, comme le résidentiel, à 0,4164 et les terrains vagues desservis à 1,1248. Notez au passage que cette année encore, le taux de taxe pour le secteur industriel demeure parmi les plus compétitifs de la région métropolitaine. En ce qui concerne les terrains vagues desservis dans le contexte de crise de logement et de rareté de terrains disponibles en milieu bâti, ce taux se veut un incitatif à construire de nouvelles unités. Abordons maintenant le chapitre des taxes municipales pour 2025. Débutons par les taxes de service et, comme vous le savez, tendent à refléter leur coût réel. La taxe d'eau connaît une très légère hausse passant de 203 à 206 $. Quand on s'y arrête, on constate que ça représente aussi peu que 56 sous par jour pour jouir d'une eau de grande qualité, en quantité propre à combler tous les besoins quotidiens d'une famille. Chacun d'entre nous, si vous regardez le coût de votre cellulaire, c'est beaucoup moins cher qu'un cellulaire et l'eau égale vie. La taxe pour les égouts passe de 209 à 215 $. Quand je vous dis qu'on tend à refléter les coûts réels, la preuve en est de la taxe pour les matières résiduelles qui connaît une baisse de 1 $ par rapport à l'année précédente pour se fixer à 224 $. Et enfin, la taxe pour le transport collectif connaît une hausse de 13 $, directement imputable à l'augmentation de 6 % de notre quote-part versée à l'Agence régionale de transport métropolitaine, qui représente une somme additionnelle de 238 660 $. La taxe pour le transport s'établit donc à 219 $ en 2025, mais on va quand même appliquer les mêmes mesures d'atténuation qui, cette année encore, pour les immeubles à logement multiple, soit 219 $ pour la première unité et 50 % de moins, ça veut dire 109,50 $ pour chaque autre unité. Pour leur part, les contributions pour la lutte au changement climatique et pour le patrimoine ont été fixées en 2025 à 0,72 du 100 $ d'évaluation,
L'an passé, on était à 1 sou, mais on a tenu compte de l'augmentation de la richesse foncière, là, et pour établir ce taux, ça va nous donner un petit peu de sous de plus. Nous arrivons au plat de résistance, soit le moment de révéler le pourcentage d'augmentation pour la maison moyenne en 2025. Alors que la maison moyenne se situe à 328 903 $ en 2023, sa valeur au nouveau rôle d'évaluation s'établit aujourd'hui à 487 954. Un montant qui, je le répète, reflète le marché, puis comme je le disais tantôt, qui vient vraiment enrichir le patrimoine individuel et collectif de chacun d'entre nous. Pour fixer le pourcentage d'augmentation de taxes pour la maison moyenne, nous nous sommes basés sur la moyenne des variations mensuelles de l'indice des prix à la consommation, donc d'octobre 2023 à octobre 2024, qui se situe à 3,04 %. C'est un pourcentage qui représente en réalité l'augmentation moyenne de nos contrats. Et là, je vais ouvrir une petite parenthèse. Le fait que le taux d'inflation est chuté en 1,8 en octobre, je pense que ça doit être perçu comme artificiel parce que la baisse du coût de l'énergie, c'est vraiment elle qui a occasionné cette diminution. Parce que quand on fait l'épicerie, etc., on voit bien que c'est pas juste 1,8 d'augmentation. Partout ailleurs, dans tous les autres domaines, les effets de l'inflation continuent de se faire sentir. Voyons maintenant le pourcentage d'augmentation du compte de taxes pour une maison dont la nouvelle valeur moyenne est établie, comme je le disais tantôt, à 487 954. Je veux préciser que c'est le pourcentage d'augmentation globale pour l'impôt foncier, pour les contributions et pour l'ensemble des taxes de service. La formule chez nous à la ville de Saint-Eustache, c'est toujours que le pourcentage englobe absolument tout. Il n'y a pas de ligne cachée. Comme on dit malheureusement en anglais, là, c'est le bottom line, donc c'est la ligne tout au bas du compte de taxes qui est, pour la maison moyenne, 2,55. Donc, si ça se limite à 2,55, ben, une fois de plus, c'est sous le taux d'inflation de 3,04. J'aimerais par ailleurs vous démontrer que ces 8 dernières années, nous avons toujours fait en sorte que nos pourcentages d'augmentation soient égaux ou inférieurs au taux d'inflation. Pas de montagne russe chez nous, pas de soubresaut, juste de la stabilité. Quand vous regardez le prochain tableau, vous voyez que la variation des taxes pour toutes ces années-là, c'est 2,21, l'inflation 3,01, donc c'est quand même 0,80 de moins, ce qui fait qu'à 2,21 en moyenne par année, c'est ça qu'on appelle de la stabilité. Il y a peu de villes qui peuvent vraiment se targuer d'une telle stabilité, en dépit de tous les contextes défavorables que nous avons pu rencontrer. Ceci conclut le segment de notre première mission, celle de gérer l'argent des contribuables avec rigueur et responsabilité. J'en profite pour saluer ici la contribution de toute l'équipe municipale qui a participé à cet exercice budgétaire et pour remercier les élus pour leur appui tout au long du processus. De façon particulière, je souhaite remercier les membres de la Commission de l'administration publique, des finances et des ressources humaines pour la rigueur apportée tout au long de l'année dans le suivi du budget. À débuter par M. Marc Lamar, président, Mme Nicole Carignan-Lefebvre, vice-présidente, notre directeur général, M. François Bélanger, M. Bastien Morin, directeur général adjoint, directeur des services administratifs, M. Stéphane Larrivé, directeur général adjoint, directeur des services techniques et de l'environnement, M. Thierry Vallière, directeur du service de police, et finalement, la dernière et non la moindre, Mme Jocelyne Montreuil, directrice du service des finances et trésorière, qui a réalisé un travail colossal, et il me fait plaisir de le souligner. Pour moi, vous savez, quand on joue aux cartes et qu'il y a de l'atout, ben pour moi, c'est mon as de cœur dans mon jeu. Maintenant, dans le bloc 2, j'en arrive à présent aux éléments du budget 2025 qui nous permettront de poursuivre notre seconde mission, qui est d'améliorer et de pérenniser les services de base. Je fais référence, bien sûr, à nos infrastructures
et à nos équipements qui assurent ces services de base à la population. L'entretien et la mise à niveau des infrastructures et des équipements font en sorte qu'ils demeurent aptes à remplir leurs fonctions plus longtemps possible. C'est pourquoi nous mettrons à jour notre plan d'intervention 2025 afin d'anticiper l'avenir de façon responsable et de planifier soigneusement par ordre de priorité nos interventions sur les infrastructures municipales. Ces interventions sont coûteuses et c'est pourquoi nous faisons en sorte d'aller chercher tout l'argent disponible pour les réaliser. Au total, les investissements prévus au programme triennal d'immobilisation pour 2025 s'élèvent à 32,7 millions. Cependant, de ce montant, 21,2 millions proviendront de subventions ou autres sources de financement. Donc, 9,9 millions seront investis dans les infrastructures d'eau potable et d'eau usée. Ce faisant, on se prépare également à être en mesure de recevoir et de desservir des projets industriels majeurs. Notre programme de séparation des égouts unitaires se poursuivra. Jusqu'à présent, nous avons complété 80% de notre plan pour ce programme. C'est aussi en 2025 que nous terminerons le réaménagement du boulevard industriel. Ces travaux majeurs auront complètement transformé cette artère. Rappelez-vous ce qu'il était avant. Nous sommes définitivement ailleurs aujourd'hui avec un boulevard urbain, moderne, adapté aux besoins des entreprises et des travailleurs. 4,9 millions seront par ailleurs injectés dans la réfection, la rénovation et l'aménagement de nos bâtiments municipaux, en gardant toujours en tête que ce que nous faisons pas aujourd'hui pourrait nous coûter plus cher demain. En conclusion du chapitre de notre deuxième mission, j'aimerais faire le point sur le dossier du réaménagement du carrefour de l'autoroute 640 et de la 25e avenue. Vous le savez, nous sommes plus que jamais décidés à faire avancer ce projet indispensable et surtout l'amener à terme. Nous avons les sommes disponibles pour sa réalisation. Et je le répète, c'est la priorité numéro 1 de mon administration dans la liste des grands projets. Les analyses vont bon train. Un mandat de produire des plans et devis sera donné avant l'été 2025. Nous sommes toujours en discussion avec le ministère des Transports du Québec, non plus sur le principe, mais sur des aspects techniques de ce réaménagement majeur du carrefour. Les choses progressent, peut-être pas à la vitesse qu'on souhaiterait, mais elles progressent quand même. Chose certaine, nous ne lâcherons pas le morceau. Nous allons maintenir la pression. Ce projet indispensable doit se réaliser. Et nous comptons plus que jamais sur l'appui de notre député dans ce dossier. Maintenant, en termes de qualité de vie, nous entrons dans notre troisième mission, celle d'assurer la qualité de vie. Cet aspect de notre mission est peut-être le plus large et couvre notamment la sécurité publique, la vie communautaire, la culture, les sports, les loisirs, les parcs et les espaces verts. Toutes choses qui sont partie intégrante de la qualité de vie dans une communauté. La sécurité est l'une de ses principales composantes. À ce chapitre, comme nous l'avons fait pour l'école Curé-Paquin, nous allons sécuriser les abords de la nouvelle école Village des Jeunes par divers aménagements tels que pistes cyclables, trottoirs, passages piétonniers et zones de débarquement sécuritaires. Autre bonne nouvelle, devant le succès indéniable du projet pilote initié l'an dernier où 4 cadets policiers à vélo ont patrouillé les principaux parcs tout l'été, nous récidivons en 2025 en ajoutant 2 nouveaux cadets policiers à cette escouade. Leur présence a permis de prévenir des débordements et des actes de vandalisme, en plus d'ajouter au sentiment de sécurité des citoyennes et citoyens qui fréquentent nos parcs. Dans un autre ordre d'idée, les attaques informatiques constituent des fléaux contre lesquels toutes les organisations, dont la nôtre, doivent se prémunir. Nous allons donc renforcer la cybersécurité. On ne peut se permettre d'être vulnérable à cet égard. Pour sa part, le service de sécurité incendie se verra doté d'équipements informatiques visant à inscrire et à partager en temps réel de l'information afin d'accroître l'efficacité des interventions de prévention. Puisque nous parlons de technologie, dans l'optique de toujours améliorer ces pratiques, la Ville mettra en place un système de conversation en temps réel avec l'aide de l'intelligence artificielle
L'intelligence artificielle puisera donc en temps réel l'information tirée des bases de données de la ville et pourra répondre aux questions les plus fréquemment posées. Cet outil sera donc complémentaire aux autres solutions déjà existantes en service à la population. Et ça va se passer au niveau du Saint-Eustache multiservice. Assurer une qualité de vie pour tous les citoyens, c'est aussi porter une attention particulière aux moins favorisés d'entre nous. Je pense ici aux personnes en situation d'itinérance, un problème qui nous préoccupe, et en tant que politicien, oui, mais avant tout en tant qu'être humain. Comme vous le savez, l'itinérance, ce n'est plus un phénomène qu'on observe uniquement dans les grandes agglomérations. À moindre échelle, nous sommes aussi confrontés à ce problème. Notre service du développement de la communauté est à pied d'œuvre avec les organismes communautaires pour épauler ces personnes, leur trouver de l'hébergement, les aider à sortir de la rue. Dont l'organisme, les ressources ACJ+, qui s'ajoutent à 5 ressources d'hébergement existantes, 12 studios supplémentaires destinés aux personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. C'est un projet structurant auquel la Ville est très fière de contribuer. Le nouveau bâtiment devrait accueillir ses premiers résidents en janvier. Nous avons tous été frappés récemment par la triste nouvelle du décès d'un homme sans abri dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, présumément mort d'hypothermie. Une telle situation crève le cœur et ça ne devrait jamais se produire. J'aimerais donc préciser que cet hiver, comme on le faisait auparavant, en complément aux autres ressources, la Ville ouvrira aux sans-abri les portes du centre communautaire Madeleine-Duquette en période de grand froid, ce qui a d'ailleurs été fait le week-end dernier. Dans un autre ordre d'idée, j'ai à vous faire part d'une très bonne nouvelle au chapitre du sport et du loisir. En effet, nous sommes en mesure de vous annoncer que le chalet du Parc Nature sera construit cette année, sera accessible dès l'automne prochain. Nous promettons un très beau bâtiment construit à partir de matériaux nobles, à l'extérieur comme à l'intérieur, avec murs et toits végétalisés. En somme, il sera en parfaite harmonie avec son milieu naturel. On peut d'ailleurs en voir la perspective à l'écran. Rappelons que pour ce projet, la Ville a reçu en subvention près de 3,3 millions, provenant à part égale de la Communauté métropolitaine de Montréal et du gouvernement du Québec, ainsi qu'une compensation de 500 000 $ d'Hydro-Québec pour l'implantation du poste des Patriotes. Le projet, qui inclut l'aménagement de stationnement, sera sans impact sur la dette et le compte de taxes des contribuables. En 2025, pour répondre aux besoins des usagers, nous allons également procéder à l'agrandissement du chalet René Chartrand, tandis qu'une étude de coût et de faisabilité sera faite en vue de la construction d'un bâtiment au parc Pierre-Laporte. Au total, ce seront plus de 10,5 millions qui seront investis dans l'amélioration de nos infrastructures de parcs, de terrains, de jeux et de pistes cyclables. Maintenant, pour se pencher sur notre 4e mission, celle de favoriser le développement économique, garant de notre équilibre. Si en 2023, en raison de la conjoncture économique mondiale, nous avons connu un ralentissement marqué des investissements, l'année 2024 aurait été nettement supérieure, la valeur ayant plus que doublé ces 12 derniers mois. En effet, la valeur globale anticipée au 31 décembre devrait s'élever à 125 millions, comparativement à 59,2 millions à pareille date en 2023. Du côté industriel, 11 nouvelles entreprises se sont établies en 2024, créant ensemble 78 nouveaux emplois. Actuellement, le taux de vacances des locaux industriels est extrêmement bas sur le territoire, se situant à 1%. Il y a cependant un bon potentiel de requalification et de densification de certains espaces et bâtiments industriels existants. Nous travaillons présentement activement à identifier ces espaces en collaboration avec la MRC de Montagne et la Communauté métropolitaine de Montréal. Nous allons faire en sorte que ce potentiel ne demeure pas inexploité. Comme vous le savez, nous avons pratiquement achevé les phases 1 et 2 de l'Innoparc. Les derniers espaces disponibles devraient être comblés en 2025 et présentement 2 projets sont d'ailleurs en phase de finalisation. À ce stade, sans vous révéler la nature de ces projets, je peux quand même vous dire que l'un d'eux permettra à une entreprise de chez nous de poursuivre son expansion et sa croissance, tandis que le second permettra l'arrivée d'un service essentiel à la population. Cependant,
Les perspectives de développement sont encore très promoteuses sur le territoire, notamment avec l'offre de terrains privés dans la phase 3 de l'Innopac, propriété de l'entreprise Brocolini. Elles sont tout aussi prometteuses dans le secteur de la Côte-Cachée, en bordure de l'autoroute 140, où la firme Brasswater possède à présent près de 5 millions de pieds carrés de terrain voués au développement. De bonnes nouvelles sont d'ailleurs à venir dans ce secteur et tout laisse espérer que nous serons bientôt en mesure d'accueillir des projets d'envergure qui généreront d'importantes retombées économiques pour la ville. 56 nouveaux commerces ont aussi ouvert leurs portes en 2024, un indicateur de la vitalité du secteur commercial. Au niveau résidentiel, on a vu une nette reprise de la construction en 2024 avec 148 nouvelles unités de logement comparativement à 54 en 2023. Et jusqu'à présent, nos indicateurs pointent vers un développement assez similaire en 2025. En réponse à la crise du logement, un sujet qui nous préoccupe, je suis heureux d'annoncer qu'un projet en bonne voie d'avancement pourrait permettre la construction de 41 nouveaux logements à prix abordable sur le site de l'ancienne paroisse Saint-Esprit en partenariat avec le domaine Chénier. Ce nouveau bâtiment devra aussi accueillir les locaux de La Traverse, qui est un organisme communautaire qui prodigue de l'aide alimentaire, du soutien social et de l'accompagnement aux personnes vulnérables tout au long de l'année. Toujours dans l'optique de répondre à la pénurie de logements, je rappelle que nous avons récemment modifié la réglementation pour permettre entre autres la conversion des unités de logement des maisons bigénérationnelles en unités bachelor locatifs. Au chapitre des nouveautés, une autre bonne nouvelle. En effet, une nouvelle grande tablée gourmande se tiendra à l'automne pour clôturer en beauté la saison du marché public. Comme vous le savez, la grande tablée estivale qui marque l'ouverture de la saison du marché connaît un succès phénoménal depuis 3 ans. Cette nouvelle activité automnale vise donc à répondre à une forte demande tant des participants que des exposants. Je vais terminer ce segment de notre 4e mission en vous annonçant la concrétisation d'un projet qui nous tient particulièrement à cœur, celui de la création de l'Innopac agricole. Tel qu'il se développe, c'est un projet d'agriculture de proximité, à échelle humaine, agroécologique, aux multiples retombées sociales et environnementales. En gros, l'Innopac agricole, c'est une ferme-école pilotée par le collège Lionel Groulx qui offre des programmes de formation aux aspirants agriculteurs et agricultrices. Et un parc agricole piloté par Idée Saint-Eustache qui offre en location aux jeunes de la relève des parcelles de terrain irriguées et prêtes à cultiver. Le parc agricole met aussi à la disposition de la relève de l'expertise conseil en matière d'agro-environnement, un réseau de distribution locale avec un marché public qui accueille plus de 45 000 visiteurs, un partage de main-d'œuvre, d'équipements et de bâtiments. Un premier bail a été signé pour un établissement au printemps et d'autres baux devraient être signés prochainement. À terme, nous espérons accueillir notamment des producteurs et productrices qui pourront fournir le moulin Légaré en sarrasin dont il a besoin pour produire la farine qui a fait sa renommée. Jusqu'ici, le moulin devait s'approvisionner en Abitibi. Quand on parle d'agriculture de proximité, c'est là un très bel exemple. Vous l'aurez compris, nous sommes emballés par ce projet innovant et on espère que notre enthousiasme est contagieux au point de vous inciter, encourager et soutenir nos producteurs, nos jeunes producteurs et productrices. Tantôt, je disais que c'était sous l'égide de Idée Saint-Eustache, mais on a quand même mis en place un comité de travail juste pour l'aspect agricole qui suit de très près toute l'évolution de ce dossier. Abordons maintenant le chapitre de la dernière mission dont je voulais vous entretenir, celle de la protection de l'environnement et de la lutte au changement climatique. S'il est une mission primordiale, c'est bien celle-ci, parce que c'est elle qui aura le plus d'impact sur notre futur et sur celui des générations qui vont suivre. Je n'ai pas besoin de vous rappeler à personne que nous vivons de façon de plus en plus rapprochée des phénomènes météo extrêmes, sécheresse, canicule, grand vent, verglas, pluie abondante. Toutes les saisons y passent. Les pluies du 9 août dernier en sont un exemple des plus probants. Ces phénomènes extrêmes, on n'a pas fini d'en voir et d'en subir les lourdes conséquences. On dit que la fenêtre d'opportunité pour stopper la tendance
se fermera dans 5 ans. Quand on y pense, 5 ans, c'est demain. Nous allons donc agir sur tous les fronts en 2025 pour protéger l'environnement, pour lutter contre les changements climatiques et pour devenir plus résilients face à ceux-ci, notamment en poursuivant nos très populaires programmes d'aide financière, l'achat et l'installation de bornes de recharge résidentielles, l'achat de tondeuses électriques, de barils de récupération d'eau de pluie, l'achat ou location de couches lavables. À ces systèmes s'ajoute cette année une aide financière pour l'achat de protection féminine durable, une décision responsable au plan écologique et économique. En plus d'être coûteuses, les protections jetables génèrent un grand volume de matières résiduelles sans omettre le fait que leurs procédés de fabrication sont très polluants. Sur un autre front, la plantation d'arbres demeure un moyen efficace de lutter, de réduire les îlots de chaleur et d'être plus résilient face aux pluies et aux sécheresses. À ce chapitre, rappelons que nous avons donné un très sérieux coup de barre ces 4 dernières années avec plus de 7000 nouveaux arbres plantés, principalement dans la partie urbaine. De ce nombre, près de 1600 ont été plantés dans les emprises de rue en façade des résidences qui ne comptaient aucun arbre. Par ailleurs, nous considérons que les écoliers devraient tous avoir le droit d'évoluer dans un environnement vert. C'est à cette fin qu'en 2024, nous avons procédé à la plantation de 52 arbres sur le terrain de l'école Clématin. Et en 2025, nous entendons soumettre au programme de subvention Accélérer la transition climatique locale le projet de déminéraliser 12 sites sur le territoire, dont une 2e école primaire. Quant à nos parcs, ils continueront en 2025 de faire l'objet de plantations afin de densifier la foresterie et de créer aussi des îlots de fraîcheur. Nous comptons également lancer un programme incitatif à l'intention des gens des secteurs industriels, commerciaux et institutionnels qui auront le projet de verdir leur espace. Nous offrirons donc gratuitement un certain nombre d'arbres pour compléter les plantations qu'ils auront prévues. Ce sera en quelque sorte un partenariat environnemental gagnant-gagnant. Pour vous prouver que nous prenons très au sérieux notre devoir de lutter contre les changements climatiques, dès le mois de janvier, la Commission des services techniques verra son mandat élargi pour se pencher de façon approfondie sur la lutte au changement climatique. C'est d'ailleurs pourquoi que lundi passé, nous avons changé la terminologie de la Commission, qui est maintenant Commission des services techniques et des changements climatiques. Nous souhaitons fortement inclure au sein de cette commission un conseiller scientifique en chef afin d'instaurer une culture scientifique dans l'écosystème de la ville et de favoriser l'innovation et l'adaptation de pratiques durables. À la suite de quoi, nous serons en mesure de présenter des projets concrets admissibles à des subventions en vertu du plan climat du gouvernement du Québec. Je pense ici, entre autres, à des projets d'aménagement d'infrastructures vertes tels que les parcs éponges, les stationnements filtrants, qui permettent une meilleure captation des eaux de pluie. Pour lutter contre les changements climatiques, certaines dispositions seront d'autre part ajoutées à la réglementation d'urbanisme, dont la refonte sera achevée au printemps. Nous préparons aussi, à l'intention des propriétaires, un guide qui prodiguera notamment des conseils pratiques sur la façon de se prémunir contre les inondations et les refoulements d'égouts. Favoriser la mobilité active, c'est aussi un excellent moyen de lutter contre les changements climatiques. C'est pourquoi elle constitue un pan important dans notre plan de mobilité urbaine. Pour ce faire, il faut des infrastructures adaptées, des pistes cyclables, des trottoirs, des sentiers et des passages piétonniers, des abords des écoles et des parcs reliés et sécurisés. Cette année, nous investissons et mettons en place des conditions qui favorisent les déplacements actifs. Nous travaillons également à développer la culture du vélo tant chez les enfants que les adultes. Vous avez sûrement remarqué que la Ville a aménagé une piste cyclable sur la 25e avenue de part et d'autre de l'autoroute 640. Nous sommes présentement en discussion avec le MTQ pour compléter ce lien actif le plus rapidement possible. Je souligne que depuis 2021, plus de 5 millions ont été investis dans le réseau cyclable. Et qu'en 2025, 1,3 million additionnels seront à nouveau investis dans le prolongement et l'amélioration du réseau. À ce sujet, nous espérons avoir très bientôt une bonne nouvelle à vous confirmer. Nous avons en effet bon espoir que la piste cyclable du boulevard industriel,
qui sera complété cette année dans la foulée de la dernière étape du réaménagement, pourra potentiellement être prolongé jusqu'à la gare du REM. Ce prolongement serait une très bonne nouvelle pour les citoyens puisque les quartiers résidentiels de Saint-Eustache, tant au nord qu'au sud de l'autoroute 140, pourraient, à terme, être tous reliés à cette piste conduisant au REM, ainsi que tout citoyen de Deux-Montagnes ou citoyen qui arrive par le REM pour avoir accès aux entreprises du parc industriel. Un lien de transport actif jusqu'à la gare serait certainement à la satisfaction des entreprises du parc industriel puisqu'il constituerait un atout de plus pour attirer la main-d'œuvre. Vous aurez compris que nous voulons faire en sorte que les gens puissent se déplacer à vélo pour leurs loisirs, pour se rendre au travail ou à l'école, mais aussi pour leurs besoins et activités quotidiennes, par exemple, pour faire leurs courses. À cette fin, nous allons offrir un programme à l'intention des commerçants pour l'achat de supports à vélo. Et en terminant sur ce chapitre, j'ai une autre excellente nouvelle à vous annoncer. Saint-Eustache aura son service de location de vélo en libre service Bixi en opération dès l'été prochain. Nous amorçons cette première phase d'implantation du réseau Bixi avec la ville de Deux-Montagnes et travaillons de concert avec la RTM pour l'aménagement de stations dans le périmètre du REM. Pour débuter, il comprendra 8 stations et offrira aux usagers 80 vélos, dont 40 avec assistance électrique. D'ailleurs, les nouveaux vélos électriques qui seront déployés auront une autonomie de 70 km, ce qui permettra de rejoindre l'ensemble du réseau Bixi et, sait-on jamais, la région de Montréal. Les 8 stations seront installées dans des lieux clés de la ville, soit des sites d'intérêt et certains pôles commerciaux. Au fil des ans, le réseau Bixi prendra assurément de l'expansion en partenariat avec les villes de la Couronne-Nord, parce qu'il constitue précisément une solution d'avenir et une alternative viable à l'utilisation de la voiture. Partout où il est implanté, que ce soit à Montréal, Laval, Longueuil, Terrebonne, Boucherville ou Sainte-Julie, Bixi connaît une croissance fulgurante. Même les villes qui l'ont récemment implanté notent déjà un fort engouement des citoyens pour cette alternative à la voiture. Et uniquement à Montréal, où la popularité du service n'est plus à démontrer, Bixi a enregistré 13 millions de déplacements en 2024, qui ont permis d'éviter le rejet dans l'atmosphère de milliers de tonnes de gaz à effet de serre. Cette solution d'avenir contribue non seulement à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la congestion routière, mais elle améliore la qualité de vie. Pour plusieurs usagers, ce moyen de déplacement pratique et peu coûteux est devenu un véritable mode de vie. Nous croyons fermement qu'il en sera de même sous peu ici. C'est ce qui conclut la présentation du budget 2025 et j'espère qu'elle vous aura permis d'envisager positivement l'avenir qui se dessine et qu'elle vous incitera à vous joindre tous les efforts aux nôtres pour faire de notre Saint-Eustache un lieu toujours plus prospère, plus vert, plus solidaire et plus agréable à vivre. Je profite de l'occasion pour vous offrir mes meilleurs vœux en cette période spéciale de l'année où j'espère que vous ferez le plein de doux moments en famille et entre amis. Alors, joyeux temps des fêtes, bonne heureuse année. Je nous la souhaite à tous et à toutes prospères, mais surtout, accompagnés du plus précieux cadeau de la vie qui soit la santé. Merci. Donc, on arrive donc au segment de... Si vous permettez, M. le maire, j'avais un petit mot. Oui. Donc, je suis extrêmement fier d'avoir participé à l'exercice budgétaire. Honnêtement, ça a été un travail fantastique. Je ne vais pas reprendre l'ensemble de votre allocution. Par contre, je tiens à mentionner et à souligner l'effort et l'impact incroyable sur le portefeuille des citoyens. Nous sommes passés de 113 millions au niveau de l'endettement net en 2018 à 97,1 millions. C'est un travail colossal, rigoureux, discipliné. Bravo, M. le maire. Bravo à toute l'équipe. De façon particulière, je tiens également à remercier les membres de la Commission de l'administration publique, des finances et des ressources humaines, à débuter par vous, M. le maire, pour votre vision, votre rigueur, en plus de votre coaching quotidien. Merci. Madame Montreuil, directrice des finances, qui est avec nous ce soir, et trésorière, bien sûr, merci de votre support, votre travail. Et j'aimerais terminer avec ma collègue, Madame Nicole Carignan-Lefebvre, vice-présidente, qui a été aux finances lors des 8 dernières années. C'est pas rien. Vous êtes une personne d'exception, au grand cœur, qui me rappelle l'expression « avoir une main de fer dans un gant de velours ». Vous pouvez quitter la tête haute. Un très grand merci de votre rigueur. Merci. Plaisir.
Bravo. Donc, on arrive à l'adoption du budget. Donc, un proposeur appuyeur. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. On a aussi ce soir là, l'adoption du programme triennal. Naturellement, tantôt, je parlais de 2025, mais triennal le dit, c'est pour 3 ans. Donc, c'est pour 2025, 2026 et 2027. On comprend que 2025 est toujours plus précis que les autres années parce que ça peut évoluer, il peut arriver des choses. Donc, ça aussi, on a besoin de proposeurs et appuyeurs. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. On a la modalité de distribution du résumé du budget et du programme triennal des immobilisations. Normalement, puis là, bon, on est correct, le Poste Canada est revenu au travail. Donc, normalement, on propose d'y aller sur le site Internet de la Ville et aussi dans le journal L'Éveil. Donc, là aussi, ça prend un proposeur appuyeur. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. On arrive à la période de questions si les citoyens ont des questions par rapport au budget, précisément sur le budget. Bonjour. Bonjour. J'ai vu le budget pour ça, c'est vraiment bon. Merci Marc et Carignan Lefebvre. J'ai vu le budget, c'est vraiment bien, mais j'ai une question. Dans la rubrique pour la rénovation des immeubles de la ville, Oui. est-ce que vous avez des plans déjà précis ou... Oui, C'est- mais en fait, on a quand même un plan. Quand on fait le budget, il y a une portion qui s'appelle l'ensemble de nos bâtiments là, pour les travaux, où c'est présenté aux élus pour toutes sortes de choses qu'on sait qu'il faut soit de l'entretien régulier ou de la rénovation, de la réparation qu'il faut faire. Ça, il y a un plan détaillé pour tous les bâtiments de la ville. Ça fait partie de l'ensemble des travaux qu'on projette pour 2025. Parce que Madeleine Duquette, Marc Lamar peut peut-être témoigner de ça. Tu vois vraiment que ça avait été construit dans les années 90. Ouais, ça fait un bout de temps. Vraiment beige. Non, pas beige, les murs sont turquoises, les portes sont turquoises. Changer couleur? Mais contrairement à... J'ai été à la collecte de Guionnet cette année au Parc Nord, c'est Ouais. mieux. Il y a plus de belles couleurs. Là, c'est comme si c'est abandonné. OK. On prend une bonne note. Merci. Mais à la maison du citoyen, j'ai rien d'autre. C'est vraiment beau. Et neuf. Hein, c'est très neuf, la Maison du citoyen. C'est une question? Merci. Non? Ça va? Mais merci beaucoup pour la question. Donc, on va faire la levée de la séance. Je vais le Ben là, il est proposer. 8h moins quart, on est correct. On va pouvoir partir tout de suite de notre haute assemblée. Je vais le proposer. Je vais appuyer. Merci beaucoup.